Troisième émission sur Tandem TV. Cette fois-ci, nous allons la consacrer à la Judée-Samarie. Alors, vous me direz, la Judée-Samarie, alors que nous avons un front nord qui nous inquiète, le Hezbollah et l'Iran, etc. Alors pourquoi la Judée-Samarie? Alors peut-être d'abord de dire que ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël, même si on sait que l'Iran est le commanditaire principal de toute cette histoire, hein, qui depuis Gaza, le front nord, le sud avec les Houthis, Evelyne nous faisait remarquer tout à l'heure, mais a-t-on parlé de ces mauvais outils dont se servent les Iraniens pour attaquer par le sud et Eilat en particulier? Eh bien, c'est l'Iran qui est le point d'intersection, le point de conjugaison de tous ces terroristes. Alors, on va parler peut-être de ce qui était en amont du 7 octobre et qui reste aujourd'hui le cœur du problème de notre Hasbara, la Judée-Samarie. Alors moi j'ai plein de questions à vie, j'ai quelques réponses. De quoi on parle quand on parle de Judée-Samarie? Est-ce que c'est la même chose que c'est la Cisjordanie, de la Cisjordanie? Pourquoi est-ce que certains utilisent plutôt un terme que l'autre? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors là, c'est très intéressant. La Judée-Samarie avait été initialement attribuée à un futur État arabe, à l'origine. À l'origine, c'était dans le cadre du plan de partage de novembre 1947. Donc historiquement, on parlait de Judée-Samarie. La Judée, c'est ce territoire de la tribu. À la Société des Nations, on parlait bien de Judée-Samarie et pas de Cisjordanie. Alors pourquoi finalement cette appellation, Evelyne? Eh bien, je te le donne en mille. C'est une appellation qui est incorrecte et qui date de l'annexion justement de la région de Transjordanie en 1949. C'est la date jusqu'à laquelle le terme de Judée-Samarie était communément utilisé, y compris dans et quand je dis bien dans toutes les instances internationales. Alors attends, tu dis Transjordanie, c'est quoi la Transjordanie? Alors la Transjordanie, c'est d'abord un mauvais coup que nous auraient fait les Anglais. Les Anglais, bien sûr, avec la déclaration de Balfour de 1917, c'était un foyer national juif, très bien. Mais quand ils ont vu que ça marchait, ils étaient plus d'accord. Et donc, avec les Français, ils se sont arrangés déjà pour essayer de contrecarrer la promesse qui avait été faite donc aux Juifs d'avoir un foyer national juif et donc par-ci par-là de vouloir empêcher l'immigration, d'empêcher l'émergence même de cet État. Là, au pire, ils auront essayé, ils auront été très très humanistes, très philosémites, ils nous auront aidés et ça n'aura pas marché. Et dans cette idée-là, ils vont nous faire un sale coup. Normalement, c'était toute la Palestine mandataire qui devait être l'objet d'un partage entre le foyer national juif et un État arabe. Donc la Palestine mandataire qui s'étendait des deux côtés du Jourdain. Des deux côtés du Jourdain. Et ils vont finalement prendre 73% de ce qu'était la Palestine mandataire pour fabriquer un État absolument artificiel dans le Hedjaz, c'est-à-dire au sud de l'Arabie Saoudite, dans le Hedjaz, parce que il s'avérait que Hussein, donc le cher de la Mecque. Le cher de la Mecque, qui va perdre donc les lieux saints au profit des Wahhabites, sur, bien sûr, intention vicieuse, j'allais dire, que les Anglais me pardonnent, en tous les cas perverse des Anglais, on va le dire mieux, géopolitique des Anglais. Diviser pour mieux régner. Diviser, ça a toujours été. Albion. Voilà, ça a toujours été leur credo, diviser pour régner. Et donc, ils vont effectivement donner un lot de consolation donc à Hussein, et ils vont lui donner à Abdallah, donc le roi Abdallah, le père de Hussein de Jordanie, le grand-père de l'actuel roi de Jordanie. Ils vont lui donner comme lot de consolation cette Transjordanie, cette partie de la Palestine mandataire, 73% donc du territoire, c'est quand même pas rien. D'accord, c'est-à-dire que 27% après seront partagés entre foyer national juif et État arabe. Et puis surtout,
il va y avoir à l'intérieur quand même des gens qui y habitent. Ce sont plus de 80% de la population jordanienne qui est palestinienne. En fait, ça rejoint ce que certains disent, qu'il y a déjà un État de Palestine. La Jordanie. La Jordanie. Et d'ailleurs, historiquement, c'est intéressant, hein, parce que comme ça, on peut casser un mythe. Tout le monde accuse toujours ce pauvre. Non, il n'était pas pauvre, il était grandissime. Zev Jabotinsky, en le traitant d'extrême droite, de père du bêtard, père du ceci, père du cela. Non, il a juste créé une milice de défense juive. Il a eu l'idée, lui, le premier, au moment où on faisait la guerre à l'Empire ottoman et où le nationalisme arabe était en train d'émerger dans le Yishuv. Eh bien, Vladimir Zev Jabotinsky disait, mais non, il faut qu'on ait un espace suffisamment grand pour nous protéger. Pourquoi ? Parce qu'il savait on serait de toute façon assiégé par une hostilité. Et donc, pour avoir cette expertise, donc aussi bien aérienne, puisque on savait déjà que le contrôle aérien était important, aussi bien sûr que géographique, c'était effectivement nécessaire. Alors, bond dans le temps, guerre d'indépendance, et donc la Jordanie, qui s'appelait auparavant la Transjordanie, va conquérir, va annexer une partie qui est de l'autre côté du Jourdain et va renommer donc cette région la Cisjordanie, qu'on appelle en anglais la West Bank. West Bank, ça veut dire la rive occidentale du Jourdain, d'où ce nom qui s'impose pour certains depuis 1949 de Cisjordanie. On pourrait dire, en parlant de trois villes, au nord, Jénine, au centre, Jérusalem, pour faire un peu grossier, et au sud, Hebron. Et là, nous avons donc la Judée-Samarie, avec bien sûr, comme frontière, la ligne verte. La ligne verte, c'est la Transjordanie. Alors, on va dire quand même que cette région est très grande, elle fait près de 6000 km², qu'on a près de 3 millions d'habitants aujourd'hui, et on a des paysages, une géographie qui est très variée, beaucoup de plaines au nord en Samarie, et cette région de Judée, elle est divisée en 3 grandes régions. On a ce qu'on appelle la Shfela, la basse vallée de la Judée, c'est la zone qui s'étend entre les monts de Judée, Jérusalem, jusqu'à la plaine côtière de Tel Aviv. On a donc les montagnes de Judée et ensuite le désert de Judée qui va jusqu'à la mer Morte. Donc c'est toute cette région qui est constituée et qui va faire la Judée. Et qui va effectivement, selon le relief, et c'est très bien que tu l'aies détaillé comme cela, selon le relief, être plus riche que d'autres régions et effectivement va vouloir attirer plus de population palestinienne ou juive d'un côté ou d'un autre. Donc, quand on regarde la carte, et vous pouvez le voir à l'écran, cette carte qui vous montre donc la répartition des implantations juives que d'autres, vous le savez, à peine de manière complètement impropre, des colons israéliens, eh bien c'est implantations juives qui se trouvent donc en Judée-Samarie répondent en même temps à des questions stratégiques, des questions bien sûr économiques, mais aussi à des questions spirituelles, selon qu'on soit effectivement à côté de lieux saints ou à côté de villes saintes. Et un point commun en tous les cas pour ces implantations juives, c'est qu'à chaque fois, il y a une raison biblique pour laquelle donc il y a eu ces implantations-là. Par exemple, si je pense à la Samarie, on va penser à Yoshua. Etc. Donc beaucoup à chaque fois de spiritualité au sourd. Donc Israël a pris, pour poursuivre la réponse, Israël a pris le contrôle de la Judée-Samarie. D'ailleurs en même temps que la bande de Gaza et le plateau du Golan, en 1967, on l'avait dit dans une précédente émission. Une guerre d'autodéfense qui lui a été, il faut le rappeler quand même, imposée par les pays arabes, imposée par les pays arabes voisins, désireux de détruire l'État juif, et c'était très franchement annoncé. Et pourtant, en 67,
Tu vas peut-être pouvoir le dire. On a voulu dissuader quelqu'un d'intervenir. Alors j'allais dire justement, jusqu'en 67, donc entre la guerre d'indépendance et 67, cette région est renommée par la Jordanie Cisjordanie, elle est complètement annexée, et les Jordaniens offrent même la nationalité jordanienne aux habitants de cette région. Absolument. Et qui durera d'ailleurs jusqu'en 1981. 1981-1983, donc seront les deux dates où on va décider effectivement de ne plus avoir aucun rapport avec cette région-là. Les Jordaniens se disent, il y a quelque chose, un coup fourré qui se prépare. Un jour, on va me demander on va me rappeler que j'ai 73% du territoire et que la Jordanie, la Palestine existe. Donc, il y a un renoncement officiel dans un cadre absolument. législatif, Oui. de droit à la Jordanie Oui. sur ce territoire. Absolument. Donc 67, guerre des 6 jours imposée par les pays arabes, Israël conquiert cette région et on va construire, parfois reconstruire un certain nombre d'implantations. On peut rappeler que certaines dataient du début du XXe siècle, implantations qui pour la plupart existent toujours dans cette zone. Le bouleversement de cette région sont les accords d'Oslo. Alors, sur les accords d'Oslo, il faut d'abord peut-être préciser, parce que ça aussi, ça fait partie de la Hasbara, c'est que Israël n'aura de cesse, depuis 1967, que de vouloir s'arranger sur des cessions de territoire en Judée-Samarie, de vouloir essayer de trouver un accord, et il va y avoir des rencontres entre... Ça veut dire quoi, des cessions de territoire? S'arranger avec qui, justement? Alors, il va y avoir s'arranger entre Israël et les autorités palestiniennes, entre les autorités souterraine, clandestine, avec la Jordanie, qui a toujours été un confident d'Israël, qu'Israël a d'ailleurs souvent sauvé les autorités jordaniennes, notamment des Palestiniens, qui ont tenté de renverser le pouvoir. On rappelle le Septembre Noir en 70. Septembre Noir, le plus grand massacre de Palestiniens oubliés de l'histoire, des dizaines de milliers de Palestiniens massacrés par les autorités jordaniennes. Donc il y avait déjà des liens très fort avec les autorités jordaniennes, un certain nombre de négociations. Et juste depuis 1967, c'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, là aussi, on peut faire tomber un mythe. Les premiers qui vont lancer les implantations juives en Judée-Samarie ne sont pas ceux qu'on croit. Ce sont les travaillistes qui vont effectivement donc faire en sorte que des kibboutz comme Maale Ephraim, comme Narchonim, etc. sont des kibboutz qui étaient avec une grosse propension de gens de gauche. Et qui, pour des raisons de stratégiques et pour des raisons aussi d'idéologie, qui tenaient plus à la terre d'Israël, à vouloir avoir un espèce de nouveau projet extraordinaire. C'est toujours cette idée de renaissance du pays par la terre. C'est ça. Il y a le côté fertile de cette région avec la vallée du Jourdain, et tu le mentionnais, le côté stratégique. Il faut se rappeler du traumatisme de la guerre d'indépendance, que notamment contre l'Égypte, certains kibboutz ont pu résister pour retarder, voire arrêter l'armée égyptienne, et que on a espéré qu'un certain nombre de ces kibboutz dans la vallée du Jourdain puissent servir de premier plan avancé en cas d'agression militaire un jour de la Jordanie. Donc il y avait une vraie volonté stratégique de défendre le pays avec ces kibboutz. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, Evelyne, c'est que quand on va interroger encore aujourd'hui les gens des kibbutzim dont certains sont toujours restés de gauche, sont toujours à avoir cet état d'esprit de pacification avec les habitants. D'ailleurs, quand on regarde vraiment dans le détail, on pense toujours ultra-orthodoxe, quoi que ce soit. Non, il y a beaucoup de pratiquants qui ne sont pas ultra-orthodoxes. D'ailleurs, les ultra-orthodoxes, dans l'essence même de l'ultra-orthodoxie, c'est ceux qui refusent l'existence de l'État juif. Donc,
ceux qui sont effectivement dans ce sionisme religieux, dans cette espèce d'idée que la spiritualité, elle est dans la Bible et elle est effectivement dans ce morceau de territoire, eh bien ceux-là vont avoir effectivement, de gauche comme de droite, vont avoir des relations, suivant les époques, vont avoir des relations avec les habitants, et ça se passera très bien. Les travailleurs palestiniens vont travailler dans les kibbutzim, dans les moshavim, mais aussi après dans les villages, les implantations juives vont travailler, et on va avoir peut-être quelque chose qui, malheureusement microscopique, mais qui pouvait ressembler à un schéma possible, éventuel, de coexistence. Et ça, on ne le rappelle jamais assez. Des fois, on s'étonne que, par exemple, dans telle zone industrielle, à côté d'Ariel, un Palestinien qui travaillait là depuis 20 ans, finalement, a été poignardé son voisin. Mais, écoutez toute l'information. Il travaillait là depuis 20 ans. Donc, il y avait bien une coexistence entre les Palestiniens et des gens dans les implantations. Je rappelle que Ariel est considéré comme aujourd'hui une grande ville qui ne sera possiblement jamais démantelée, mais il n'empêche, c'est une grande ville de 18 000 habitants qui se trouve dans des territoires effectivement de la zone C. Donc, alors justement, qu'est-ce que c'est justement cette zone A, B, J'allais C vous proposer, dans notre objectif de Hasbara, de parler en quelques instants des accords d'Oslo, du découpage de cette grande région en 3 zones, pour venir à l'actualité dans le cadre de la guerre, de ce qui se passe aujourd'hui en Judée-Samarie. Alors, les accords d'Oslo d'abord, 1993, qu'est-ce qui se passe pour la Judée-Samarie ? Alors, en 1993, on va parler déjà plutôt de la forme que devra prendre une négociation. C'est en 1995 et 2000, des années 2000, que on va rentrer dans le, comment dit-on, dans le vif du sujet. Et là qu'on va effectivement séparer les zones en 3. Zone A, où là, c'est contrôle total de l'autorité palestinienne sur le territoire. Donc ça veut dire sécuritaire et administratif. Et enseignement, éducation, etc., tous les services. Zone B. Alors, pardon, juste pour préciser, alors on va le voir sur la carte. Voilà, on le verra sur la carte. C'est les grandes villes, en fait. Oui, c'est les grandes villes. C'est Tulkarem, Bethléem, Hébron, Tulkarem, Jéricho, Bethléem, Kalkilia, Naplouse. Ce sont les grandes villes qui sont sous ce contrôle intégral 100% palestinien dans la mesure, Ramallah, bien sûr. Et bien sûr Ramallah, c'était précisé historiquement dans la mesure où l'autorité palestinienne garantissait la sécurité aussi pour les Israéliens. Donc c'est-à-dire collaboration, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y avait des attentats, ils allaient poursuivre et arrêter les terroristes. Ça, c'était la première zone. Et puis coopération bien sûr policière, sécuritaire, mais plus que cela, il y avait on avait acté là aussi la non-belligérance. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne ne pouvait pas se retourner contre l'État d'Israël. Alors, comme on est dans un vocabulaire très levantin, ils se sont dit d'accord, on peut pas retourner nos armes contre eux, mais on peut retourner toutes nos actions, nos opérations diplomatiques contre eux. Et c'est ce qu'ils n'ont malheureusement eu de cesse de faire que depuis ces accords de 93, enfin réellement de 95 jusqu'à 2005. Deuxième zone, la zone B. Zone B. Alors là, c'est palestinienne, autorité palestinienne, mais qui n'ont là qu'un contrôle sur les services, sur l'éducation, sur la sécurité interne aux Palestiniens, mais le contrôle militaire est israélien. C'est-à-dire que les Israéliens ont un contrôle militaire sur la zone B. Donc ça, là, c'est on parle de quelle petite ville, village palestinien. Voilà.
Par exemple, on va prendre des villes comme Ouara, dont on parlait tout à l'heure. On va parler, et elles sont sur des circuits comme la route 60. C'est celle qui va du nord au sud, de cette Judée-Samarie. Et cette route 60 est dangereuse. Je rappelle que le tunnel qui est censé contourner des villes compliquées comme Hebron ou comme autres, on appelle ce tunnel-là, qu'empruntent les automobilistes israéliens quand ils viennent du sud, le tunnel de la mort, celui qui mène à Jérusalem. Donc c'est vous dire parce qu'il y a un vrai danger. Et quand on interroge des résidents des implantations, ils savent que, vous savez d'ailleurs que dans le détail, et peut-être ne le savez-vous pas, chers téléspectateurs, c'est que on en est à tel point que c'est une véritable motivation, de véritable conviction, qu'elle soit de l'ordre de comme le disait très justement Jérôme, de cette conviction de l'amour d'Israël par la terre, ou par spiritualité, ou pour raison économique, mais l'État d'Israël prend si bien en compte tout cela que il y a par exemple des remboursements si vous avez une automobile pour qu'elle puisse être blindée. Que vous pouvez, à tel endroit, pouvoir bénéficier d'un accompagnement, que les bus scolaires puissent effectivement être accompagnés. Donc il y a toute une série de précautions qui sont prises dans cette zone parce que pour revenir sur la zone A, les Israéliens ne peuvent pas y mettre les pieds. Non, c'est le du tout en fait. Enfin, ils ne peuvent pas, et pourtant, puisque la situation de non-belligérance n'est pas respectée, et qu'il y a donc des activités terroristes qui sont menées contre l'État d'Israël, donc l'autorité palestinienne étant déficiente, donc c'est l'armée qui suit sur des renseignements du Shin Bet, du Shabak. Mais je vais rejoindre Evelyne. À l'entrée de la zone A, systématiquement, on a ces grands panneaux qui interdisent l'entrée aux citoyens israéliens en rappelant le danger qu'il y aurait à rentrer dans cette zone. Absolument. Et donc la troisième, c'est la zone C. La zone C, alors c'est sous un contrôle israélien, mais qui est censé, qui est censé pouvoir être négocié. C'est-à-dire que effectivement, il peut y avoir des villages palestiniens qui vont se construire, d'autres qui vont être déplacés pour des raisons stratégiques, et des implantations qui vont être déplacées pour des raisons de pacification et aussi de légitimité, et puis d'autres qui vont pouvoir être construites. Donc on a effectivement ici un espèce de potentiel qui devait se régler de façon bilatérale, c'est ce que disent les textes, de façon bilatérale par les uns et par les autres, en négociation, sauf que entre le terrorisme et le non-respect par l'autorité palestinienne des responsabilités qui lui incombent, c'est, j'allais dire, soit des espaces vides, soit des espaces qu'il faut effectivement contrôler de façon beaucoup plus nette, et des implantations qu'il faut renforcer de manière stratégique. Donc on le voit sur la carte, c'est 60% de la Judée-Samarie, la zone C. C'est vraiment la partie la plus importante. Maintenant, on voulait parler de la Judée-Samarie ce soir parce que c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans le cadre de la guerre qui a démarré le 7 octobre du fait du Hamas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de la Judée-Samarie ? Parce que la Judée-Samarie, d'abord, c'était le sujet avant le 7 octobre. C'était opération avec toutes les forces, et d'ailleurs c'est un reproche qu'on a fait à Tsahal, c'est d'avoir mis tout le paquet là-bas et d'avoir oublié de protéger Gaza. Le 7 octobre, le jour de Simchat Torah. Voilà. Donc ça n'a pas commencé avec le gouvernement Netanyahou. Absolument pas. Nous étions donc là avec, oui, ça a commencé déjà avec Ehud Olmert, mais l'opération en tant que telle, avec un gros investissement militaire et d'opérations militaires donc sur la Judée-Samarie, ça a vraiment commencé avec Naftali Bennett, le gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid, puisqu'ils se sont repassés le pouvoir, puisqu'ils étaient binômes, et ça s'est poursuivi bien évidemment, et ça se poursuit encore avec Benjamin Netanyahou depuis son élection. Alors, mais c'est quoi le danger aujourd'hui dans cette région ?
c'est une bonne question. Je parlais de déficience de l'autorité palestinienne. La déficience de l'autorité palestinienne est telle qu'aujourd'hui, les gens du Fatah, eh bien finalement, préfèrent rejoindre celui qui leur semble gagner depuis 2006, les roquettes contre Israël, les opérations plomb durci, etc., etc., et qui font que voilà, le véritable résistance, c'est le Hamas. Et donc, l'Iran, qui, bien évidemment, a saisi toute l'importance de cette sociologie de la population palestinienne, eh bien, a investi sur le Hamas. Et aujourd'hui, on a effectivement plus de populations proches du Hamas qui défilent de façon tout à fait libre devant les policiers de l'autorité palestinienne qui laissent faire, djihad islamique aussi, et toutes les armes, tous les stocks d'armes viennent effectivement pour la plupart de la bande de Gaza, ou sont passés par des réseaux de trafic qui du nord d'Israël sont arrivés là. D'ailleurs, justement, depuis le 7 octobre, c'est plus de 3000 attaques terroristes qui viennent de Judée-Samarie et qui ont tué plus de 20 Israéliens. Et nous avons arrêté, nous, près de 4000 terroristes aussi en Judée-Samarie depuis le 7 octobre, dont 1700 membres du Hamas. Et le plus gros des opérations de l'armée israélienne consiste justement à aller rechercher des terroristes du Hamas qui sont en Judée-Samarie. C'est là qu'ils se trouvent en fait. On peut à ce sujet rappeler un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques mois qui condamnait l'augmentation de la violence des colons en Cisjordanie. Le détail a montré qu'en vérité, dans ce rapport, on comptabilisait également les attaques des Palestiniens contre les résidents juifs de ces implantations. Toutes les réunions, les assemblées générales annuelles de l'ONU ont intégré à chaque résolution ce problème-là. Spoliation, extermination volontaire, des termes qui sont absolument inacceptables, même pour celui qui serait ignorant total de la situation, mais ça passe comme lettre à la poste, et parfois même des amis, des alliés, votent ces résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies. On prend le cas de propositions, dont 47 sont juste liées à Israël, enfin contre Israël. Donc oui, il y a toujours cette question-là. Donc c'est important. Alors, on nous parle de colons. Tu l'as prononcé. Bien sûr, c'est pas ce que nous pensons. On l'a dit tout à l'heure. Ce sont des... on les appelait... D'ailleurs, c'est marrant parce que ça avait été Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, quand il se promenait dans le monde, et il adorait se promener dans le monde, il était vu comme un espèce une vedette de cinéma qui vivrait dans le désert, un pionnier qui aurait sorti du sol le fruit de la terre, etc., etc. Et on était vu comme ça. Comme cette espèce de belle image d'Épinal. Et qu'est-ce qui a fait que tout ça a disparu et qu'aujourd'hui nous sommes devenus des colons? Mais colons quoi? Colons. Alors on va reparler de la résolution 242 dans ce cas-là. Est-ce que vous savez ce que c'est que la résolution 242? La résolution 242, donc après la guerre de 67, la décision est prise par l'ONU que de vouloir effectivement que les Israéliens se retirent de tous les territoires et les rendent donc à leurs propriétaires. Mais quels propriétaires? Tu l'as dit tout à l'heure. La Jordanie? L'Égypte? Quels propriétaires? Non, il faut les rendre aux Palestiniens. Mais qui? Lesquels? Lesquels Palestiniens? Alors, donc, même, dans cette question de résolution de 52, il y a toujours cette discussion sur la version anglaise et la version française, puisque ce sont les deux langues de travail de l'ONU. Ah oui, on fait de l'asbara. Et ces deux langues de travail de l'ONU, eh bien, il y en a un qui dit des territoires et la version anglaise qui dit deux territoires.
C'est pas la même chose. La nuance est juridiquement très intéressante. Si on dit retrait de territoire, ça veut dire de territoires qui seront de toute façon à négocier. Ça s'impose. Si on dit des territoires, on pourrait penser de tous les territoires. Sauf que, dans le texte de la résolution 242, il est dit que de toute façon, ça doit regarder les deux parties. Et que les deux parties devront négocier. Donc, déjà, ça répond à la question. C'est bien de territoires qui doivent prendre en compte, je prends les termes de la résolution, la protection, la sécurité d'Israël. Et puis se pose la question de la deuxième partie. Attends, mais je termine là-dessus, c'est que la langue de travail, c'est vrai que c'est le français et l'anglais, sauf que cette résolution a été conduite par les Britanniques. Avec, en tous les cas, les Britanniques qui avaient pris cette responsabilité. Et donc, c'est la version anglaise qui a été partagée par le monde. La française en fait partie, mais elle était, entre guillemets, un peu secondaire. Donc, je veux dire, dans les deux cas, il y a la raison principale, c'est celle, on parle de négociation des territoires, donc de toute façon, c'est bien de territoires et pas des territoires, de tous les territoires, et puis aussi parce que c'est la version anglaise qui avait été normalement validée. Oui. Oui, non, je voulais juste faire un point là-dessus, puisqu'on parlait des deux parties. La deuxième partie jordanienne, qui ne s'est pas montrée intéressée par la suite pour récupérer ce territoire, d'où le terme de territoire occupé, qui pour beaucoup n'a pas de sens. On pourrait parler de territoire disputé, mais pas de territoire occupé, puisque, encore une fois, les Jordaniens ne revendiquent plus de droits sur ce territoire. La seule responsabilité qui reste aux Jordaniens, c'est le Waqf. Le Waqf, c'est cette organisation qui est censée gérer donc le mont du temple, enfin l'esplanade des mosquées, les lieux saints de l'islam à Jérusalem. De l'islam à Jérusalem, et que Moshe Dayan, dans un élan de générosité que certains diront excessive, donc a voulu donner maintenir au Waqf après maintenir 1966. au Waqf, et donc c'est eux qui, effectivement, les Jordaniens, qui sont toujours donc partie prenante, qui d'ailleurs leur est très disputée, pour parler de quelque chose, par les Turcs et par d'autres pays arabo-musulmans. Donc oui, effectivement, il y a cette question du retrait jordanien en 81 et 83 de tout lien avec la Judée-Samarie. Alors aujourd'hui, en fait, quand on parle de Judée-Samarie en Israël, on parle d'une potentielle 5e colonne. Qui pourrait être une véritable menace pour nous, à l'intérieur même du pays. Je veux dire que la 5e colonne, je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui parcours le pays du nord au sud, d'est en ouest, mais cette 5e colonne, finalement, depuis 2021, moi, je pense qu'on peut faire confiance, compte tenu des résultats, à la sécurité israélienne, qui, je mets le 7 octobre vraiment entre parenthèses, qui, je ne sais plus combien d'attentats sont déjoués par jour et par mois, mais fait son travail. Mais en 2021, il s'est passé quelque chose de particulier. La 5e colonne, elle n'était plus réservée à la Judée-Samarie. C'est dans tout Israël qu'on l'a retrouvée. Akko, Haïfa. Voilà, avec des Arabes israéliens qui effectivement se sont mêlés à des émeutes qui ont brûlé, incendié et tué et qui auraient pu effectivement susciter de la part des Israéliens un retour massif d'exclusion de l'ennemi qui avait pris le profil arabe, citoyen arabe. Même s'il est citoyen israélien. Alors, 5e colonne, rien que en Judée-Samarie, certes, c'est le nœud du problème, et c'est pour ça que l'Iran a investi autant. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si on parle des Arabes israéliens depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, je parle plus du tout de Judée-Samarie, mais vraiment de ceux qui, de la petite partie qui s'est mobilisée à l'époque, quand il y a eu des émeutes. On les entend plus du tout là.
finalement, ils sont pratiquement complètement tous, je dirais, acquis à la cause israélienne, comme n'importe quel citoyen israélien. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Et d'ailleurs, en Judée-Samarie, dès lors que les choses... Alors c'est vrai que sur le plan urbanistique, on a pris des précautions, on a créé des autoroutes de contournement, des routes de contournement, etc., pour éviter les points sensibles, mais il n'empêche que les Israéliens continuent à aller acheter leurs pneus à Euhara, j'arrive jamais à prononcer le nom, Euhara, continuent à aller dans des villes palestiniennes, bon, je ne dirais pas Jenin ou Naplouse, mais dans quelques villages et quelques petites villes palestiniennes, parce que on y mange bien, on achète des choses qui sont absolument extraordinaires À moindre coût. À moindre coût. Donc il y a une raison économique et puis aussi, faut le dire aussi, je le disais tout à l'heure, les habitudes, les usages. On a pris l'habitude d'avoir son commerçant qui soit arabe de l'autorité palestinienne et puis avec qui on a des relations. Après, est-ce qu'on se méfie? Oui, bien sûr, mais il n'empêche que bon, il y en a même qui vont travailler effectivement avec vous savez, des autorisations de travail qui sont données par l'armée. Et qui permettent donc à des Arabes de l'autorité palestinienne de venir travailler en masse, parfois. Donc, je vous rappelle que le parti RAM dans le gouvernement de Naftali Bennett et Yair Lapid, donc c'est des milliers de cartes de travail, des autorisations de travail qui avaient été données et qui avaient été négociées par le parti RAM avec la coalition. Donc, oui, il y a des habitudes aussi qui font que la coexistence, c'est peut-être aussi ces épisodes-là. Mais c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, 5e colonne, attention, elle n'est pas nécessairement qu'en Judée-Samarie, mais reste que l'investissement extérieur, c'est la Judée-Samarie, et ça, faut pas l'oublier. Avec quand même, pour ramener à l'actualité, le rappel qu'on a tous les jours, toutes les nuits en ce moment, des opérations de Tsahal pour démanteler ces figures terroristes affiliées au Hamas, des usines de fabrication d'armes et tous ces réseaux qui sont extrêmement puissants. Et alors là, je vais peut-être étonner nos téléspectateurs, des réseaux de tunnels qu'on découvre et qui ressemblent trait pour trait à ce qu'on a découvert, en tous les cas, dans le nord de la bande de Gaza. C'est-à-dire que des tunnels qui, effectivement, on voit ici l'empreinte du Hamas, qui est extrêmement présent dans Judée-Samarie, djihad islamique aussi, je crois qu'ils sont à peu près à chiffre égal, mais avec donc ces réseaux de tunnels qu'on découvre finalement en dessous le lit d'un enfant, en dessous dans la cuisine, sous la baignoire, etc., et où on va découvrir des stocks d'armes absolument incroyables. Donc c'est dire que il y a et puis il y a une connivence aussi faut dire aussi la vérité, de la police palestinienne. Quand on va il y a quelques heures arrêter quelqu'un de très important du Hamas qui participait au mariage de sa sœur, eh bien c'était sous la surveillance de policiers palestiniens qui n'ont rien trouvé de mieux que de laisser faire, et heureusement que c'est grâce à la coopération des services dans la hiérarchie de l'autorité palestinienne, des services de renseignement et des services de renseignement israéliens, que on avait préparé donc l'histoire et que l'opération a pu se dérouler convenablement sur les 2 hommes qu'on devait attraper. Et il y en a un qui a été attrapé, c'était le plus important, et il a été neutralisé. Mais un autre cas où c'est des meurtriers d'Israéliens dont un s'est réfugié dans les mains de l'autorité palestinienne, et que l'autorité palestinienne, finalement, a laissé s'enfuir. Donc, tout n'est pas rose. La 5e colonne, elle n'est pas circonscrite qu'à la seule Judée-Samarie, même si en Judée-Samarie, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est indéniablement le Hamas, accompagné du djihad islamique, s'ils arrivent à s'entendre, qui gagnerait les élections. Pour conclure, un petit mot sur Tandem TV, notre projet de campagne pour continuer à défendre Israël. C'est peut-être ce qu'on a de plus beau à dire. Pour nous soutenir, n'oubliez pas cette adresse:
tandemtv.net/don, DONS. Donnez généreusement ce que vous voulez. C'est pour Israël, c'est pour Tandem TV. Merci.